Imaginez ceci, vous êtes au restaurant avec votre épouse, à essayer de ne pas briser ce qui est déjà à moitié cassé. C'est une soirée parfaite, et vous vous accrochez à l'espoir que peut-être les choses peuvent encore s'arranger. Puis, un type s'approche de votre table et demande à votre épouse de danser. Vous lui dites, elle est mariée. Mais elle se lève et part avec lui quand même juste sous vos yeux. Sans hésiter. Vous êtes abasourdi. Vous restez là, assis, à sentir le monde basculer. Rideau. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et croyez-moi, la façon dont je l'ai géré, dont j'ai repris le contrôle de ma vie va vous surprendre. Regardez jusqu'à la fin, et vous comprendrez qui était vraiment mon épouse. Et elle n'était pas la personne qu'elle prétendait être. Je m'appelle Rémi Fournier. J'ai 39 ans, consultant en informatique. Pas le boulot le plus clinquant, mais il paie les factures et même plus. J'ai gravi les échelons au fil des ans, fait les heures, les nuits blanches, couru après les clients quand il le fallait. Ma femme Léa, elle a 36 ans. Elle est décoratrice d'intérieur. Talentueuse aussi, elle a un œil pour les couleurs et les agencements, tout ce que je ne comprendrai jamais. Nous sommes mariés depuis un peu plus de 10 ans. Nous avons une maison en banlieue avec une grande véranda. Et notre fille, Élise, elle a 9 ans. Brillante comme tout, douce comme un bonbon. Elle est tout pour moi. Si je devais décrire ma vie en un mot il y a un an, j'aurais dit « stable ». Et je le pensais dans le bon sens. J'aimais rentrer dans la même allée, les mêmes lumières chaudes aux fenêtres, le rire d'Élise résonnant dans la maison, et l'odeur de ce que Léa faisait mijoter en cuisine. Ce n'était pas un grand conte de fées, mais c'était vrai. C'était chez nous. Du moins, ça l'était. Je ne suis pas un homme parfait. Je ne l'ai jamais prétendu. Je peux être sec quand j'ai eu une longue journée. J'aime le calme parfois quand Léa veut parler. Je stresse pour l'argent même si on s'en sort bien. On a des économies, pas de dette hormis l'hypothèque, 2 voitures correctes, et tout ce qu'il faut à Élise. J'ai toujours été du genre à m'inquiéter, vous savez? J'ai grandi comme ça. Mon père disait souvent, espère le meilleur, prépare le pire, et ça m'est resté. Donc non, je ne suis pas parfait. Mais je n'ai jamais cessé d'essayer. J'ai toujours pensé que le mariage, c'était l'effort. Être là, tous les jours, même quand c'est dur. C'est ce que j'ai fait. Ou essayé. Mais il y a quelques mois, quelque chose a changé. Ce n'était pas soudain, plutôt une lente dérive. Au début, c'était des petites choses. Léa a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Elle laissait son téléphone écran vers le bas. Elle me repoussait quand je me penchais pour un câlin. Je me disais qu'elle était fatiguée. Le travail avait été fou pour elle, nouveaux clients, longue journée, délai de projet. Alors je n'insistais pas. Je laissais couler. Je me disais que ça passerait. Mais ça n'est pas passé. Elle a commencé à agir comme si j'étais dans ses pattes. Si je lui demandais de prendre quelque chose pour le dîner, je récoltais un soupir, comme si je lui avais demandé de déplacer une montagne. Si je disais qu'on n'avait pas passé beaucoup de temps ensemble l'atli, elle répondait, « Ben, c'est de la faute de qui ?» avec un petit rire amer. C'était comme si tout ce que je faisais l'agaçait. Même quand j'essayais d'être gentil, ça rebondissait sur elle comme si elle portait une armure. Elle a arrêté de rire avec moi. On avait l'habitude de s'allonger au lit et de partager des blagues idiotes, parler de la journée, faire des plans pour le week-end. Maintenant? Rien. Juste le silence. Son dos tourné, à scroller sur son téléphone. Je demandais ce qu'elle regardait et j'avais un « rien » sec, ou « juste Pinterest ». Elle me manquait. C'est ça qui me tuait. Elle était là, dans la même pièce, dans le même lit, mais j'avais l'impression qu'elle était à l'autre bout du monde. J'ai commencé à redouter de rentrer. Pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce que je ne supportais pas l'attention, la façon dont elle regardait à travers moi comme si je n'existais pas. Comme si j'étais devenu un vieux meuble usé en arrière-plan de sa vie. Et ce n'était pas juste de la froideur, c'était de l'humeur, aussi. Elle me lançait des pics pour la vaisselle, levait les yeux au ciel si je proposais de l'aider. Je marchais sur des œufs, essayant de ne pas dire le mauvais mot, essayant de garder la paix pour Élise. Parfois Léa passait une journée entière sans me dire plus d'une ou 2 phrases. Mais si je le faisais remarquer? Soudain, c'était moi le problème. Tu imagines des choses, disait-elle. Ou pire, arrête de tout ramener à toi.
On a arrêté les petites choses. Plus de soirées en amoureux. Plus de soirées jeux. Plus de café du dimanche matin sur la terrasse. J'essayais encore. Je lui proposais d'aller dîner dehors, elle disait qu'elle était trop fatiguée. Je suggérais un film ensemble, elle restait sur son téléphone tout le temps. À un moment, j'ai commencé à me coucher avant elle juste pour ne pas rester la seule pendant qu'elle scrollait et m'ignorait. Max, notre chien, semblait le sentir aussi. Il a commencé à se rouler en boule à mes pieds au lieu des siens. Les animaux savent. Ils savent toujours. J'aimerais dire que je l'ai confronté tout de suite. Que je l'ai assise et exigé des réponses. Mais non. J'avais peur. Pas d'elle, mais de ce qu'elle pourrait dire. De ce que je craignais déjà au fond. Je ne voulais pas l'entendre. Je voulais arranger les choses. Je me disais que c'était juste une phase. Qu'elle s'en remettrait. Que peut-être j'avais été distant aussi et que c'était juste une mauvaise passe. Mais je n'arrivais pas à chasser le sentiment que je la perdais déjà. Et le pire? Je l'aimais encore. Même quand elle me faisait me sentir invisible. Même quand elle agissait comme si elle ne supportait pas ma vue. Même quand je la surprenais dans de petits mensonges comme dire qu'elle était à Carrefour quand je voyais le sac d'une boutique chic. Je ne la reprenais pas. Je ne voulais pas de dispute. Je continuais à espérer que tout redeviendrait normal. Mais non. Et au fond, je crois que je savais que quelque chose était déjà cassé. Je continuais à me dire que c'était juste une mauvaise passe. C'est ce que je me répétais. Toute relation traverse des hauts et des bas, non? Les gens sont occupés, la vie s'accumule, et parfois on dérive un moment avant de retrouver son chemin. Alors j'ai fait ce que je pensais être bien. J'ai essayé de nous ramener ensemble. J'ai réservé dans ce petit resto italien qu'elle adorait celui avec les menus manuscrits et les bougies sur les tables. Ça faisait des années qu'on n'y était pas allé, mais elle disait que ça lui donnait l'impression qu'on sortait encore ensemble. Je suis arrivé avec des fleurs, je lui ai tenu la portière, j'ai même mis cette chemise idiote qu'elle aimait et qui me serrait toujours trop. Elle a à peine touché à ses pattes. A passé la moitié de la soirée à fixer son téléphone, à texter sous la table. Elle disait que c'était, pour le boulot. En rentrant, elle m'a remercié comme si j'étais un serveur et est allée seule dans la chambre. J'ai réservé un week-end aussi. Rien que nous deux. Élise resterait chez ma sœur. J'ai trouvé une petite cabane au bord d'un lac calme, paisible, loin de tout. Elle disait qu'elle avait trop de boulot, qu'elle ne pouvait pas rater le travail. Que le timing était, pas bon. J'ai essayé de déplacer les dates. Elle disait peut-être le mois prochain. Il y avait toujours une raison. Puis je lui ai demandé de venir avec moi en thérapie. Pas en couple juste pour assister à une séance avec quelqu'un que j'avais commencé à voir. Je me disais que s'entendre dans un espace neutre pourrait aider. Elle m'a dit que j'en faisais toute une histoire pour rien. Que si j'avais du mal, je n'avais qu'à y aller. Qu'elle n'avait pas besoin de s'asseoir en cercle pour pleurer sur ses sentiments. J'avais l'impression qu'elle ne voulait même pas essayer. Au début, je lui ai donné le bénéfice du doute. Je lui ai demandé si tout allait bien plus d'une fois. Elle me balayait et disait, « Je suis juste fatiguée, Rémi. Laisse tomber. » Ou, « Pas maintenant, d'accord ?» J'ai beaucoup en tête. Ce n'était pas juste ces mots qui piquaient, c'était la façon dont elle les disait. Comme si mon inquiétude était une corvée. Puis il y a eu les nouveaux vêtements. Rien de fou, juste de petits changements. Des hauts plus tendance, des jeans plus moulants. Un nouveau parfum que je n'avais jamais senti. Au début, je me disais qu'elle se faisait plaisir et si c'était le cas, tant mieux. Mais quand je commentais, disais qu'elle était belle, elle balayait ou semblait agacée. Un soir, elle est sortie en talons que je n'avais pas vus depuis des années. Disait qu'elle avait une réunion tardive avec un nouveau client. Pas de nom, pas de détails. Elle a recommencé à se maquiller aussi. Léa en mettait toujours un peu, mais là c'était différent. Rouge à lèvres, contouring, ce truc glowy, des choses qu'elle ne se donnait même plus la peine de faire pour les soirées en amoureux. Et toujours avant ces mystérieuses réunions du soir. J'ai plaisanté une fois, quelqu'un essaie d'impressionner le nouveau client. Elle n'a pas ri. Juste dit, sois pas bizarre. Puis le téléphone. C'était comme s'il était greffé à sa main. Elle le retournait dès que j'entrais dans la pièce. Mot de passe changé. Notification désactivée.
Si je jetais un œil pendant qu'elle textotait, elle tournait le corps comme si j'envahissais sa vie privée. Je me souviens une fois où elle l'a laissé sur le plan de travail en allant chercher un truc au garage. Il a vibré. Je ne l'ai même pas touché, juste regardé l'écran. Elle est revenue et a crié « Pourquoi tu fouilles ?» Je ne fouillais pas. Vraiment pas. Mais le pire, ce qui me nouait l'estomac plus que tout, c'était les douches. Elle rentrait, se changeait en vêtements confort et on parlait de nos journées. Mais ensuite, elle a commencé à filer sous la douche dès qu'elle franchissait la porte même tard. Je demandais « Tout va bien ?» Et elle disait « Je me sens juste sale après le boulot. » Parfois elle était déjà sortie de la douche avant que je réalise qu'elle était rentrée. Ça n'avait pas de sens. Elle ne faisait jamais ça avant. Quel genre de personne a besoin de se laver la journée avant même de dire bonjour? Ça en est arrivé à un point où je ne savais plus si je perdais la tête ou si elle était juste douée pour mentir. Peut-être les deux. Je ne voulais pas croire que quelque chose de mal se passait. Je voulais encore voir le meilleur en elle. Je me disais que j'étais sensible. Que j'étais juste insécure. Que peut-être je projetais mes propres peurs. Que je devais lui laisser de l'espace et arrêter d'être si soupçonneux. Mais tard le soir, quand la maison était calme et qu'elle dormait à côté avec le dos tourné, je fixais le plafond et me demandais si je passais à côté de quelque chose d'évident. Si tout ça m'échappait déjà des doigts. Si j'étais aveugle à ce que tout le monde voyait. Je continuais à me dire que j'imaginais tout. Mais la vérité, c'était que quelque chose clochait. Pas du tout. Et je l'ai ignoré trop longtemps. Je n'aurais jamais cru devenir le genre de mec qui fouille derrière le dos de sa femme pour la coincer dans un mensonge. Ce n'était pas moi. Du moins, je ne le pensais pas. Mais il arrive un moment où on arrête d'accepter les demi-réponses et les intuitions, et on a besoin de preuves. Pas parce qu'on veut trouver quelque chose, mais parce qu'on en a marre de se sentir fou. Élise passait le week-end chez son amie Camille. Léa bossait tard, du moins c'est ce qu'elle disait. Je faisais les 100 pas dans le salon, le cœur qui cognait sans raison que je pouvais expliquer. Puis je me suis souvenu de l'ancienne caméra de surveillance que j'avais rangée au garage. Rien de sophistiqué, juste une petite caméra filaire que j'avais utilisée des années plus tôt pour un système basique maison. Alors je l'ai installée. Rien de majeur. Juste une caméra, cachée sous l'avant-toit du garage, pointée vers l'allée. Je m'étais assuré qu'elle se fonde dans le bardage. Léa ne remarquerait pas. Je me disais que je voulais juste apaiser mon esprit. C'était tout. Pas accuser. Pas attaquer. Juste observer. Pendant 2 semaines entières, je n'ai rien vu. À chaque déclenchement de la vidéo, c'était soit moi qui partais au boulot, Léa qui sortait, Élise qui faisait du vélo, ou Max qui aboyait après un écureuil. Quelquefois Léa rentrait en milieu de journée, repartait peu après. Quelques courses. Une balade avec une voisine. Mais rien à signaler. Juste du mouvement normal. Pourtant, il y avait des petites choses. Une fois, elle m'a dit qu'elle était restée à la maison toute la journée et je l'ai vue sortir 2 fois. Des trajets rapides. Peut-être rien. Mais le fait qu'elle dise qu'elle n'était allée nulle part me rongeait. Je voulais demander, pourquoi mentir? Mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à regarder. Et puis une Audi argentée est apparue. C'était un mardi. Je bossais au bureau. Vers 11h30, j'ai reçu une notification de mouvement. Je pensais à un livreur, peut-être le jardinier. Mais la curiosité l'a emporté, et j'ai ouvert le flux en direct sur l'appli caméra. Il y avait une Audi A4 argentée, propre, vitres teintées et jantes brillantes, une voiture que je n'avais jamais vue dans le quartier. Elle s'est garée lentement dans l'allée comme si elle y était chez elle. Elle est restée là 1 minute. Puis Léa est sortie par la porte d'entrée. Elle n'avait pas de mallette ni d'ordi. Juste son téléphone et ses clés. Elle est montée côté passager. Ils sont restés là un moment. Puis la voiture a reculé et est partie. Je me suis figé. Ce n'était pas juste qu'elle était sortie. C'était qu'elle avait dit qu'elle serait à la maison toute la journée. Qu'elle n'avait pas mentionné de rendez-vous client. Qu'elle était partie comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive. Peut-être du boulot. Peut-être quelqu'un du cabinet de déco l'avait prise. Peut-être rien. Alors je l'ai appelée. Pas de réponse. 20 minutes plus tard, elle a rappelé.
Salut, ça va, a-t-elle dit, décontractée. T'es où? Oh, je fais juste quelques courses, a-t-elle dit vite. Je suis passé à Leclerc. T'as besoin de quelque chose? Non, juste curieux. Je n'ai rien dit d'autre. Je ne pouvais pas. La bouche sèche, le cœur dans la gorge. On a raccroché. Je suis resté là à regarder la vidéo en boucle, cet Audi argenté qui s'éloignait, Léa glissant sur le siège comme si c'était naturel. Ce soir-là, j'ai attendu. Attendu le bon moment pour en parler sans que ça sonne comme une accusation que je n'étais pas prêt à nommer. Après le dîner, Élise est montée faire ses devoirs. Léa scrollait sur son téléphone, assise sur le canapé. J'ai affiché la photo que j'avais capturée de la vidéo et je la lui ai montrée. Et, c'est qui? Elle a jeté un œil au téléphone. N'a pas bronché. Ça? Oh mon Dieu, Rémi. Sérieux? Tu m'espionnes maintenant? T'as besoin d'aide. Son ton était froid. Presque amusé. J'ai juste vu une voiture que je ne connaissais pas, ai-je dit, en essayant de rester calme. Tu disais que t'étais à la maison. Elle a levé les yeux au ciel. C'est la voiture de mon client. On regardait des échantillons de peinture. On est passé prendre quelques nuanciers. Il m'a prise parce qu'on allait de l'autre côté de la ville. C'est un crime? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle n'était pas nerveuse. Pas troublée. Elle était sur la défensive. Dédaigneuse. Comme si j'étais une gêne. T'aurais pu me le dire. Je n'ai pas à rendre compte de chaque seconde de ma journée, Rémi, a-t-elle dit en se levant du canapé. Mon Dieu, tu es ridicule. Elle a quitté la pièce sans se retourner. Je suis resté là avec le téléphone encore à la main, l'image figée sur l'écran. Je voulais la croire. Notre anniversaire approchait. 12 ans. Je me disais que ça pourrait être un tournant. Quelque chose pour nous sortir du brouillard dans lequel on était tombé. Je me disais que si je mettais le paquet vraiment ça lui rappellerait qui on était. Ce qu'on pouvait encore être. J'ai réservé dans son resto préféré en centre-ville celui avec les nappes blanches, les bougies, la carte des vins interminables avec des noms que je ne sais pas prononcer. Ça faisait des années qu'on n'y était pas allé, pas depuis qu'Élise était petite. Je voulais que la soirée soit spéciale à nouveau. Comme avant. J'ai trouvé une babysitter via une voisine ou une femme fiable, plus âgée, qui avait déjà gardé Élise une fois. Léa n'a pas réagi beaucoup quand je lui ai dit que j'avais prévu ça. Juste dit, d'accord, et est retournée à ce qu'elle faisait sur son ordi. Quand je l'ai vue descendre, mon cœur a fait un bond. Elle était sublime. Robe vert foncé que je n'avais jamais vue, cheveux bouclés, ce rouge à lèvres qu'elle portait quand on sortait ensemble. Elle ressemblait à une star de cinéma. Et un instant, j'ai repris espoir. Elle ne m'a pas complimenté, mais elle a souri. On a roulé jusqu'en ville surtout en silence, mais ce n'était pas le silence lourd d'avant. C'était plus calme. Presque paisible. Au resto, elle m'a pris le bras en entrant. Ce petit geste m'a presque fait craquer la poitrine. Je me suis dit, elle est encore là. Elle n'a pas abandonné. Le dîner s'est mieux passé que prévu. Elle était détendue, même un peu joueuse. M'a raconté un client bizarre, fait quelques blagues. Je lui ai demandé pour ses projets déco et elle a vraiment répondu. Elle a ri à une de mes phrases, vraiment ri. Pas ce rire sec et dédaigneux qu'elle avait depuis des mois. Quand le serveur a apporté le dessert, elle a même tendu la main par-dessus la table et tenu la mienne quelques secondes. Ses doigts étaient chauds, doux. Je me sentais comme un ado. Après le dîner, j'ai proposé qu'on prenne un verre avant de rentrer. Elle a accepté, dit qu'elle connaissait un endroit pas loin avec de la musique live. On a marché 2 rues jusqu'à un lounge coincé dans un immeuble en briques et éclairage tamisé, trio de jazz dans le coin, et un bar qui semblait sorti d'un film en noir et blanc. C'était parfait. On a trouvé une table tranquille contre le mur. Commandé 2 verres. Elle était assise jambes croisées, à sourire au groupe, tapotant du doigt sur le bord de son verre. Je me disais qu'on avait peut-être tourné la page. Que tout ce que j'avais douté n'était que dans ma tête. Qu'elle revenait enfin vers moi. Puis elle s'est levée et a dit qu'elle allait aux toilettes. En la regardant traverser la salle, je l'observais pas de façon possessive, juste fière. Elle était incroyable.
gracieuse, confiante. Mais en passant devant le bar, j'ai vu un homme qui la regardait. Grand. Cheveux bruns. Peau hâlée. Mâchoire carrée. Costume sur mesure. Il avait l'air d'une pub pour montre de luxe. Il ne la quittait pas des yeux pendant qu'elle passait. Et elle l'a vu aussi. Et elle a souri. Pas un sourire poli. Pas un sourire gêné du genre « excusez-moi ». C'était doux. Familier. Un sourire qu'on adresse à quelqu'un qu'on a déjà vu. Quelqu'un qu'on veut revoir. Je me suis figé. Mon ventre s'est noué là, tout de suite. Le groupe s'est effacé en bruit de fond. L'air de la salle est devenu lourd. Elle a disparu aux toilettes, et le type est resté là, sirotant un truc sombre dans un verre bas, les yeux toujours pointés là où elle était partie. Quand elle est revenue, j'ai attendu. Elle s'est rassise comme si de rien n'était. A pris une gorgée, ajusté sa robe, s'est appuyée sur la table comme si elle était détendue. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai demandé « Tu connais ce type ?» Elle a cligné des yeux. « Quel type ?»« Celui au bar. Celui à qui tu viens de sourire en allant aux toilettes. » Elle a marqué une pause à peine puis levé les yeux au ciel. « Oh, allez. Ne me fais pas rire. » Je n'ai pas ri. Sérieux, Rémi. Tu lis trop entre les lignes. J'ai souri à un mec. La belle affaire. Elle est revenue à son verre. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste balayé comme si j'étais un étranger trop jaloux sans raison. J'ai essayé de laisser couler. Vraiment. Je me disais, peut-être qu'elle était juste polie. Peut-être que je voyais des choses qui n'existaient pas. Peut-être que je ruinais une soirée censée nous rapprocher. Mais je ne pouvais pas ignorer son sourire. Je ne pouvais pas ignorer la façon dont il la regardait. Je me suis calé dans mon siège, essayant de profiter de la musique, d'agir normal, mais mes mains étaient moites et ma tête tournait. La salle semblait plus petite. Plus chaude. Je l'ai regardée, espérant qu'elle croise mon regard. Qu'elle dise quelque chose de rassurant. N'importe quoi. Mais elle regardait juste le groupe et tapotait du doigt, comme avant. Comme si rien ne s'était passé. On est resté là un moment après cet instant. J'essayais de chasser la sensation, de respirer à travers et d'agir comme si ça n'avait pas eu lieu. Je fixais la bougie sur la table, regardais la cire fondre lentement sur le support. Elle fredonnait avec la musique, comme si de rien n'était. Puis, pas 5 minutes plus tard, le type du bar s'est levé et a marché vers nous. Je l'ai regardé, espérant qu'il allait au barman ou aux toilettes. Mais non. Il est venu droit à notre table. Il ne m'a pas regardé. Ne m'a même pas reconnu. Juste penché un peu vers Léa et dit, tout en douceur, « Ça te dérange si je te vole pour une danse ?» Mon cœur s'est mis à cogner. J'attendais que Léa le remballe en riant, lui dise qu'elle était là avec son mari. Qu'elle le ferme, comme je savais qu'elle devait. Mais elle ne l'a pas fait. Avant que je puisse dire un mot, j'ai lâché, elle est mariée. Il s'est tourné juste un peu, juste assez pour me jeter un regard comme si j'étais un obstacle, et a haussé les épaules. Je lui demandais à elle, a-t-il dit, d'un ton qui m'a fait bouillir le sang. Et Léa ? Elle s'est tournée vers moi comme si c'était moi le malpoli. Rémi, arrête d'être si jaloux. C'est juste une danse. Une danse ? Après tout ? Après la distance, les mensonges, la façon dont elle lui avait souri à travers la salle comme s'il partageait une blague privée ? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, calme mais froid, je te jure, Léa, si tu danses avec lui, c'est fini entre nous. Elle n'a pas cligné des yeux. N'a pas bronché. Puis elle s'est levée, a pris sa main, et est partie avec lui sur la piste. Je n'arrivais pas à y croire. Elle n'a même pas hésité. Elle m'a juste laissé là comme un inconnu. Comme si je ne comptais pas. Comme si les 12 dernières années ne signifiaient rien. Je suis resté là peut-être 10 secondes, sonné, le cœur qui battait à tout rompre. Je les ai regardés s'éloigner, sa main dans la sienne, ses talons claquant doucement sur le parquet. La bougie entre nous vacillait. Puis je me suis levé. Je n'ai pas fini mon verre. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti du lounge, la musique qui s'estompait derrière moi quand la porte s'est fermée. L'air dehors était frais, vif, et je suis resté là une seconde à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'y arrivais pas.
Mes mains tremblaient, pas de colère, pas encore, mais de chagrin. Je suis monté en voiture. Je ne savais même pas où j'allais. J'ai conduit. L'intérieur de la voiture était mort silencieux hormis le bourdonnement occasionnel de mon téléphone. Je ne l'ai pas regardé. J'ai juste conduit, sans but, jusqu'à me retrouver devant un motel bon marché juste à côté de l'autoroute. Je me suis enregistré sous mon nom, sans bagage, juste les vêtements que j'avais. La femme à l'accueil m'a à peine regardé. M'a donné une clé et pointé vers le fond du bâtiment. La chambre était moche, mur beige, moquette vieille, mini-frigo qui bourdonnait. Mais il y avait un lit et une porte que je pouvais fermer derrière moi. Je me suis assis là, à fixer le mur, manteau encore sur le dos, à me demander comment on en était arrivé là. Je l'ai repassé en boucle dans ma tête, le dîner, le jazz, la façon dont elle s'était levée pour partir avec lui. Comme si c'était rien. Comme si je ne venais pas de la supplier de nous choisir. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a vibré encore. C'était un texto d'elle. T'es où? C'était tout. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste cette question. Je l'ai fixée un moment, puis j'ai tapé ce que je retenais dans ma poitrine toute la soirée. Fais tes valises. Ne sois pas là quand je rentre. J'ai envoyé. Puis j'ai éteint le téléphone, l'ai posé écran vers le bas sur la table de nuit, et me suis allongé sur le lit tout habillé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste fixé le plafond, me sentant plus seul que jamais dans ma vie. Je n'étais même pas encore en colère. Ça est venu plus tard. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vers 6h45, je me suis levé, ai passé de l'eau sur mon visage, et ai conduit droit à la maison. Je n'ai pas frappé. J'avais mes clés, et c'était encore ma maison. Léa était là. Elle n'avait rien emballé. Elle était assise au comptoir de la cuisine en peignoir, tasse de café à la main, à agir comme si de rien n'était. Elle n'a pas eu l'air surprise de me voir. Rémi, il faut qu'on parle. Je l'ai regardé droit et j'ai dit, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Ça veut dire quoi? A-t-elle demandé en posant la tasse. Je dépose la demande de divorce. Elle a ri, ce rire sec et sans humour. Tu es dramatique. C'était une danse, Rémi. Une stupide danse. Tu vas détruire notre famille pour ça? Je n'ai pas répondu. Je suis juste monté, ai fait un petit sac, et suis reparti. À 9h, j'étais dans le bureau d'un avocat en divorce, à signer des papiers et expliquer la nuit en aussi peu de mots que possible. Je ne voulais même pas m'entendre le dire à voix haute. Je voulais juste que ce soit fini. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. J'en avais vu assez. Son visage quand elle s'était levée pour danser avec ce type, c'était tout ce dont j'avais besoin de me souvenir. Elle l'avait choisi. Elle savait ce que ça voulait dire quand j'avais dit non. Et elle l'avait fait quand même. Il n'y a pas eu de supplication après ça. Pas de grand geste. Pas d'excuse. Elle a texté une fois, on peut au moins en parler avant que tu officialises. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé de peindre un tableau différent au tribunal. Elle a dit au juge que j'avais été distant des mois. Qu'elle se sentait comme une simple coloc. Que je ne la complimentais pas, ne montrais pas d'appréciation. Elle a même dit qu'elle pensait que je voyais peut-être quelqu'un d'autre. J'ai failli rire. L'ironie était brutale. Elle s'était déconnectée des mois avant. Bien avant cette nuit. C'était comme si elle avait déjà déménagé mentalement, elle ne me l'avait juste pas dit. Elle était froide. Dédaigneuse. La moitié du temps elle me traitait comme un collègue qu'elle tolérait à peine. Elle disait que je l'avais repoussée. Non, elle avait juste arrêté de s'en soucier. Je n'allais pas jouer sale au tribunal. Je n'ai pas montré les vidéos de la caméra. Je n'ai pas détaillé ce qui s'était passé au lounge. J'ai laissé les avocats faire leur boulot. J'ai juste dit la vérité quand on me demandait et gardé ça simple. Je ne voulais pas la détruire. Je ne voulais juste plus vivre dans un mensonge. Élise l'a pris plus dur que quiconque. C'est une gamine intelligente, et peu importe combien on essayait d'être doux, elle le sentait. On l'a assise ensemble. Léa a fait la plupart du discours, ce qui semblait injuste, mais je l'ai laissé. Elle a utilisé des mots comme « prendre de l'espace » et « toujours une famille différemment ». Élise n'a pas pleuré devant nous. Elle a hoché la tête, baissé les yeux, et dit d'accord.
Mais plus tard, quand c'était juste elle et moi à la maison, elle a demandé, c'est parce que maman ne t'aime plus? J'ai failli craquer. Je lui ai dit, parfois les gens arrêtent d'être gentils l'un avec l'autre. Et quand ça arrive, ce n'est bon pour personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Ça ne changera jamais. Je n'ai jamais dit du mal de Léa. Pas une fois. J'ai tenu bon pour Élise. Mais les enfants savent. Ils savent toujours. Elle avait vu la froideur. Vu qu'on se parlait à peine. Elle savait que quelque chose clochait depuis longtemps. Le tribunal nous a accordé la garde alternée. 1 semaine sur 2. Ça tenait la route. Léa a pris un appart à 10 minutes, un endroit moderne avec parquet imitation et meubles tout blancs. Élise disait que ça ressemblait à un hôtel. Elle était polie. J'ai gardé la maison. Pas parce que je me suis battu, mais parce que je pense que Léa n'en voulait pas. Trop de souvenirs. Trop de routine. Trop de moi, peut-être. Je n'allais pas discuter. Élise avait besoin d'un endroit stable. Elle avait sa chambre, sa cabane dans le jardin, Max qui dormait au pied de son lit. Au moins ça ne changeait pas. Léa est passée quelquefois prendre des affaires. Elle a vidé son côté du dressing et laissé mes costumes intacts. Elle a pris la plupart des livres, quelques assiettes, et toutes les photos de nous des premières années. Elle n'a pas dit grand-chose. Je n'ai rien demandé. La première nuit après que tout fut officiel, je me suis assis sur la véranda avec Max à mes pieds, juste à écouter le vent. La maison était calme, pas d'une façon paisible, mais qui rappelait que quelque chose de grand venait de se terminer. Je n'étais plus en colère. Pas encore. J'étais juste fatigué. Fatigué de tout retenir, fatigué d'essayer de tout tenir ensemble. Je ne savais pas ce qui venait après. Plusieurs semaines ont passé après le procès. J'ai essayé de revenir à la normale, ou du moins à quelque chose qui y ressemblait. Je me suis concentré sur le boulot. J'emmenais Élise à l'école, préparais ses déjeuners, promenais Max tous les matins, nettoyais les gouttières, rangeais le garage, toutes ces choses qui remplissent normalement le temps. Elles ne semblaient plus des routines. Elles semblaient des distractions. J'essayais de tenir debout. Je ne parlais à Léa que pour Élise. Heures de ramassage, planning scolaire, cours de piano. On gardait sa civile. Cours. Elle vivait toujours dans ce petit complexe d'appartements clinquants. Je déposais Élise là-bas un vendredi sur 2. Léa agitait la main depuis la porte et disait « Merci », comme si j'étais un livreur qui déposait un colis. Certaines nuits, quand j'étais seul dans la maison, je me surprenais à fixer le vide plus longtemps que je ne voulais l'admettre. À penser à comment on en était arrivé là. À me demander si ça aurait pu être différent. J'avais encore 100 questions que je n'avais jamais posées, surtout parce que je ne voulais pas entendre les réponses. Mais elles vivaient dans ma tête quand même. Forte. Constamment. Puis une nuit, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Je suis monté dans la camionnette et j'ai roulé jusqu'à chez elle. Je n'avais pas de raison. Je ne m'attendais pas à voir quoi que ce soit. Une partie de moi voulait juste savoir si j'existais encore dans son monde. Je me disais que je passerais juste une fois. Un coup d'œil rapide. Juste pour voir si les lumières étaient allumées ou si le vélo d'Élise était sur le balcon. Sa voiture était sur le parking. Garée à la 3e rangée, même emplacement qu'elle prenait toujours. Mais juste à côté, la voilà. Cette Audi argentée. Même modèle. Même vitre teintée. Même jante. Même voiture que j'avais vue dans notre allée ce matin où elle m'avait dit qu'elle faisait des courses. J'aurais dû continuer à rouler. Je le savais. Je me sentais idiot rien qu'à me garer dans la ruelle derrière l'immeuble. Mais je l'ai fait quand même. J'ai éteint les phares. Laissé le moteur refroidir. J'étais planqué derrière une rangée de buissons, assez loin pour ne pas être vu. Je suis resté là comme un idiot, à regarder l'entrée principale de l'immeuble, le cœur qui cognait, paume moite. À 23h27, la porte s'est ouverte. Ils sont sortis ensemble. Léa et lui. Il riait à quelque chose qu'elle disait, sa main effleurant son dos comme si c'était naturel. Elle était habillée chic. Maquillage, talons, jean moulant, blouson en cuir que je n'avais jamais vu. Le genre de look qu'elle portait quand on sortait ensemble. Quand elle voulait encore que je la remarque. Ils se sont arrêtés près des voitures. Elle s'est tournée vers lui,
toujours souriante, et il s'est penché et l'a embrassée. Pas sur la joue. Pas vite. C'était lent. Familier. Assuré. Elle n'a pas résisté. Elle lui a rendu son baiser. C'était ça. C'était tout ce qu'il me fallait voir. Je n'ai pas pris de photos. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas pleuré. Je suis juste resté là et les ai regardés partir comme s'ils filaient vers le genre de vie qu'elle partageait autrefois avec moi. Je suis resté à cet endroit un moment. Peut-être 30 minutes. Peut-être plus. J'ai perdu la notion. Je fixais juste l'emplacement vide où sa voiture était garée, essayant de calmer ma respiration. Ce n'était pas que je pensais encore qu'elle était innocente au fond, j'avais arrêté d'y croire il y a longtemps. Mais le voir de mes propres yeux était différent. Ça transformait tous les doutes en certitude. Tous ces mensonges. Toutes ces fois où elle m'avait fait me sentir fou. Toutes ces nuits où je restais éveillé à me demander si je perdais la tête. Et voilà. Droit devant moi. Je n'avais rien imaginé. Elle n'était pas fatiguée. Pas confuse. Pas, juste en train de danser. Elle était partie bien avant les papiers de divorce. Je suis sorti de la ruelle lentement. Pas de musique. Pas de bruit. Juste le son de mes pneus sur l'asphalte fissuré et la douleur sourde qui montait derrière mes yeux. Je n'ai dit à personne ce que j'avais vu. Ni à mon pote Marc, ni à ma sœur, ni même à mon avocat. À quoi bon? Le mariage était déjà fini. Plus rien à défendre. Mais ça a changé quelque chose en moi. Cette nuit-là, quelque chose s'est posé. Quelque chose de calme. Le genre de calme après une longue tempête bruyante. On ne ressent pas de soulagement. Juste cette lourdeur étrange. Une prise de conscience que tout ce qu'on pensait réparable est déjà en poussière. Ce baiser cet instant dans le parking a répondu à toutes les questions que je traînais depuis des mois. Je n'avais plus besoin d'explications. Je connaissais déjà la vérité. La semaine dernière, Léa m'a envoyé un message. Juste une ligne. On peut se voir? Rien que nous deux. J'ai quelque chose à dire. Je l'ai laissé mariner quelques heures avant de répondre. Le genre qui vous tient éveillé la nuit, vous crispe la mâchoire, vous donne envie de cogner quelque chose. Le genre qu'on porte, pas qu'on combat. Je lui ai dit qu'on pouvait se voir. Pas de jeu. Juste parler. On s'est vu au petit parc près de l'école d'Élise. Le même parc où on l'emmenait quand elle était toddler et quand la vie était simple et qu'on pensait avoir le temps pour tout. C'est là que j'ai attendu. Elle est arrivée pile à l'heure. Elle avait l'air différente. Pas juste en apparence même si pas de maquillage, cheveux attachés en queue lâche, cernes sous les yeux. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Elle ne marchait pas comme quelqu'un qui avait quelque chose à prouver. Elle marchait comme quelqu'un qui portait du regret. Je me suis levé quand elle s'est approchée. On ne s'est pas fait la bise. Juste assis sur le même banc, à quelques centimètres, mains sur les genoux, yeux baissés. Elle a pris une grande inspiration, et puis elle a parlé. Il faut que je le dise à voix haute, a-t-elle dit. J'ai trompé. J'ai menti. Je t'ai manipulé. Je t'ai fait te sentir fou, et je suis tellement désolé. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. La vérité, c'est que je savais déjà. Depuis longtemps. Mais l'entendre le dire enfin a mis un nœud bizarre dans ma poitrine. Pas de la douleur exactement. Juste une confirmation. Elle a continué. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer, a-t-elle dit. Je veux que tu le crois. Mais je détestais à quel point tout était devenu ordinaire. C'était comme si on tournait en rond. Et puis ce type est arrivé, et il m'a fait me sentir désiré. Comme si j'avais encore une part de moi que j'avais oubliée. Je n'ai toujours rien dit. J'ai cédé, a-t-elle murmuré. Je ne pensais pas tout perdre. C'est là que j'ai enfin parlé. Tu n'as pas tout perdu, ai-je dit. Tu as encore Élise. Mais tu m'as perdu, moi. Elle a hoché lentement la tête, comme si elle se l'était répété 100 fois. Je sais, a-t-elle dit. Je sais. Je voulais juste le dire à voix haute. Tu le méritais. On est resté en silence un moment. Léa s'est levée la première. Je ne demande rien, a-t-elle dit.
Je voulais juste être honnête avant que trop de temps passe. Elle a essuyé une larme sur sa joue. Pas de gros pleurs. Juste un geste calme, triste. Comme quelqu'un qui range après une tempête qui a déjà détruit la maison. Merci d'être venu, a-t-elle ajouté, la voix douce. J'ai hoché la tête. Elle s'est tournée et est partie lentement, le long du chemin passant les balançoires et vers le parking. Pas de supplication. Pas de drame. Juste une sortie calme, du genre qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être définitive. Je suis resté sur ce banc encore 10 minutes avant de rentrer. Élise m'attendait, assise en tailleur sur le parquet du salon, à lire un livre avec Max roulé en boule à côté. Elle a levé les yeux et souri quand je suis entré. « Salut, papa », a-t-elle dit. Simple. Chaud. Sûr. « Salut, ma grande », ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. « T'as faim ? » Un peu. Je suis allé à la cuisine, et sorti 2 gaufres surgelés, et les ai mis au grille-pain. Pendant qu'elle cuisait, je me suis appuyé au comptoir et ai regardé par la fenêtre le jardin, les arbres qui se balançaient doucement, la cabane à oiseaux qu'Élise et moi avions construite encore de travers sur le chêne près de la clôture. La confession de Léa n'avait rien changé. Pas vraiment. Je vivais déjà dans la vérité depuis un moment. Mais entendre les mots de sa bouche m'a donné quelque chose que je n'attendais pas. Une clôture. Pas la paix. Pas le pardon. Mais une sorte de calme. Un point où l'histoire arrêtait de tourner. Et pour l'instant, ça suffisait. Partagez votre opinion dans les commentaires, dire la vérité trop tard a-t-il encore un sens ? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».